Bonsoir à tous. À la une de ce journal, immersion en plein cœur de la crise anglophone entre les violents affrontements armés, les destructions, incendies des édifices publics et maisons d'habitation, les meurtres, tortures, exécutions extrajudiciaires des populations civiles. Comment vivent-elles ce martyre sur le théâtre de la crise anglophone dans la région du Nord-Ouest? Que sont devenues ces villes jadis prospères et attractives pour les touristes camerounais et étrangers? C'est un grand reportage de nos envoyés spéciaux à suivre en ouverture de ce journal. Et cette situation sécuritaire délétère dans les régions anglophones préoccupe au plus haut point l'Assemblée nationale française. Sa commission des affaires étrangères a reconnu la gravité des massacres des civils survenus en Garbour dans le Ndonga-Mantoum et reconnaît l'urgence pour la France d'intervenir sur le plan diplomatique afin d'éviter un chaos au Cameroun. Nous ferons le point sur les travaux en commission de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'aggravation de la crise anglophone et son cortège de violations des droits de l'homme continue de préoccuper au plus haut point l'opinion nationale et la communauté internationale. Illustration dans plusieurs villes situées dans la région du Nord-Ouest, là où la destruction des maisons d'habitation, les incendies des édifices publics, les kidnappings et des agressions meurtrières constituent le quotidien des populations qui y vivent encore, elles qui sont confrontées aux affres de la guerre contre les séparatistes, devenus de plus en plus les cibles à la fois de ces groupes armés séparatistes et selon les populations de certains soldats de l'armée camerounaise. Malgré les démentis du gouvernement à ce propos, les populations continuent de témoigner sur des exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Emos Fongo, Jonathan Babila et un commentaire de Jean-Paul Chouniat. Affectée par le conflit armé au Cameroun anglophone, la localité de Balignonga dans le nord-ouest n'est plus qu'un champ de ruines. D'un bout à l'autre de cet arrondissement de la Mézam, la broussaille a envahi tous les édifices publics et les maisons d'habitation incendiées au pic des confrontations entre les forces de défense et les séparatistes Amba Boys. Tenez par exemple, voici ce qui reste des bureaux de la sous-préfecture, la délégation d'agriculture ou encore le bureau des postes et télécommunications. Pas la peine de s'interroger où sont passés les agents publics en service dans toutes les administrations du coin. Et à l'école publique de Balignonga, au grouillet d'habitude une marmaille d'enfants. Ses portes sont fermées depuis 3 ans. Toboggans et jeux d'atelier noyés dans les herbes. Face à la férocité des combats qui ont tout détruit sur leur passage et tuant des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants de Balignonga ont tous fui leur village. Certains pour la brousse, d'autres devenant déplacés internes et réfugiés au Nigeria. Des militaires ont bouclé tout le secteur, encerclé tout le monde. J'ai couru à la maison et de là, je suivais comment ils incendiaient et tiraient partout. Des coups de feu retentissaient sans cesse, puis il y a eu une pause. Au moment de fuir vers la brousse, nous les avons vus casser cette boutique, là derrière moi, vidant le contenu pour leur véhicule. Les plus courageux relatent que les affrontements entre l'armée nationale et les sécessionnistes ont causé douleur, tristesse, brutalité, désolation et même des regrets. Voyant le feu, j'ai fui vers la brousse. Les gens m'ont informé que ma concession a été consumée. Et arrivé ici, tout était en cendres. De ma maison là-haut, ils m'ont traîné ici où leur véhicule blindé était stationné. J'étais au sol, ils m'ont torturé. J'ai eu des côtes cassées et là, je peine même encore à mouvoir mes bras. Sur ces accusations contre l'armée, le ministère camerounais de la Défense a toujours levé l'équivoque sur la responsabilité des militaires au front, précisant que les personnes tuées et les infrastructures incendiées
sont des dégâts collatéraux dans la chasse contre les pourfendeurs de la République. Ici, un autre ordre établi semble dicter sa loi, avec en place un péage des Amba Boys. Tout ça n'est pas du tout gai à vivre. Il faut faire quelque chose. Nous devons prier pour que cela cesse. Tout ça, en vrai, nous pourrit la vie. Au bout de plus de 3 ans de conflit entre l'armée et les séparatistes, l'arrondissement de Balignonga est aujourd'hui moins que l'ombre de lui-même. Un village sans chef, le Fon Donganyonga 3, parti, laissant derrière son territoire coutumier à la merci d'une crise sécuritaire qui continue de dévaster Balignonga, tout comme d'autres localités de toute la zone anglophone. Près d'une dizaine de jours après la tragédie de Ngarbou, le gouverneur du Nord-Ouest s'est rendu sur les lieux. Il a annoncé une commission d'enquête sur instruction du chef de l'État. Elle a 8 jours pour rendre sa copie, a fait savoir le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Et alors que cette affaire concernant la tragédie de Ngarbou continue de préoccuper la communauté internationale, cette fois-ci, c'est la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française qui s'est réunie hier mercredi pour suivre les comptes rendus des délégations parlementaires envoyées en mission à Madagascar et au Cameroun. La présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française a déploré l'atrocité des massacres des civils en Ngarbou et demandé à ses collègues députés français de reporter l'examen de la situation du Cameroun pour le 25 mars 2020. Cependant, un député français, Sébastien Nadeau, très engagé sur la question du Cameroun, a tenu à s'exprimer, interpellant ses collègues députés parlementaires sur l'urgence d'une intervention diplomatique française pour éviter ce qu'il qualifie de génocide au Cameroun. Éviter les risques de génocide, a-t-il évoqué. Je vous propose de suivre un morceau choisi des échanges entre les parlementaires français sur la question au Cameroun, la situation dans les régions anglophones. Il y a eu cette nuit la réaction aussi du président Biya, en tout cas de son cabinet, et il y a eu la Cour constitutionnelle gabonaise qui a annulé les élections législatives dans la partie anglophone. Dans la partie dite Nozo, oui. Nord-Ouest-Sud-Ouest, c'est-à-dire la partie anglophone. Mais je crois que le sujet, sans vouloir, mérite quand même qu'on y passe plus d'une demi-heure. Rodrigue. Oui, je suis bien d'accord de le reporter au 25. Ça mériterait qu'on passe pas juste une demi-heure parce que les collègues vont partir à d'autres réunions et que donc on le reporte au 25 mars et qu'on puisse en discuter vraiment d'une façon beaucoup plus approfondie. Je suis plutôt de cet avis-là. Didier Quentin, un mot encore ? Non, je confirme. Non, c'est un pays très attachant avec lequel on a beaucoup de liens. Notre collègue, dont je salue la présence, Sébastien Nadeau, il est maintenant fort connu à la suite de la question qu'il a posée au gouvernement il y a quelques semaines. Et il y a aussi des pages tragiques, comme celles qui ont été évoquées à propos de Madagascar. Il y a notamment ces mouvements pour l'indépendance qui ont conduit à des affrontements assez violents et qui sont souvent sortis de nos mémoires. Donc tout ça mérite, je crois, une attention particulière, et c'est un pays tout à fait particulier puisque colonisé par les Allemands, et c'est à la suite du premier conflit mondial qu'il y a eu cette partie française, cette partie anglaise. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, il faut y passer du temps. Le temps. Sébastien Nadeau. Oui, je comprends tout à fait ce report, mais je voudrais simplement dire quand même 2 mots, c'est un petit peu la voix tremblante en pensant à ces enfants, à ces gens massacrés à Ngarbou le 14 février, dont on sait aujourd'hui que le massacre a été perpétré par des membres de l'armée régulière, accompagnés de civils issus d'une tribu, et donc on est avec tous les ingrédients d'un dérapage vers des crimes de guerre et de génocide. Je veux simplement attirer l'attention vraiment auprès de mes collègues, on est dans un moment
terrible et il faut vraiment qu'on soit très présent à poser un regard sur le Cameroun et il n'est pas question d'ingérence mais vraiment d'aider un pays ami dans cette circonstance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, avec ce qu'ont dit Didier Quentin et Rodrigue Kokando. C'est un moment très difficile pour le Cameroun et donc de toute façon nous avons besoin effectivement d'en parler, nous avons besoin d'être là et de pouvoir accompagner ce qui est possible. La situation est vraiment mauvaise, très mauvaise sur le terrain. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Il faut préciser que le ministre camerounais des Affaires étrangères, le jeune Mbela Mbela, était à Genève en Suisse à la 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a balayé d'un revers de la main les allégations sur les massacres des civils survenus à Ngarbou dans le Ndongamanton, région du Nord-Ouest. Selon le gouvernement, seuls 5 civils ont été tués lors d'un incendie survenu à la suite des accrochages entre soldats camerounais et des groupes armés séparatistes. Incident malheureux, confesse le gouvernement, qui parle de 5 civils, dont une femme et 4 enfants tués dans cet incendie, selon la version officielle. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent cette contestation qui a émaillé l'élection du maire et ses adjoints à la commune de Menganga, dans la région de l'Adamawa. Le PCRN a accusé le RDPC de ne pas appliquer les textes au sujet des listes consensuelles. Kouroussé, ses conseillers ont quitté la salle des travaux. Pendant ce temps, à Marois 2e, à l'extrême nord, le FSNC prend les commandes de la municipalité. Des précisions avec Jean-Blaise Noupayé, Amadou Daïrou et Nadine Yambou. Tout avait pourtant bien commencé ici à la mairie de Menganga, dans la région de l'Adamawa. La session de plein droit consacrée à l'élection du maire et ses adjoints a laissé place à de vives contestations. Les militants du PCRN ont boycotté la suite des travaux, dénonçant l'absence d'une liste consensuelle. Le RDPC s'est arrogé, la majorité des conseillers a refusé catégoriquement d'appliquer l'article 199 alinéa 2 qui demande l'ouverture des postes des adjoints autant que possible par rapport à la représentativité des partis politiques présents au Conseil. C'est donc sans les conseillers du Parti camerounais pour la réconciliation nationale que s'est déroulée l'élection des adjoints. Président cette cérémonie, le préfet du Mbéré a fait fi des cas de contestation soulevés par le PCRN, saluant le bon déroulement du scrutin tout en invitant le nouvel exécutif à travailler conformément à la décentralisation. C'est le lieu pour nous ici donc de féliciter dans ces conseils municipaux qui ont exprimé de manière démocratique leur point de vue. Et je voudrais donc c'est l'occasion qui m'est offerte pour féliciter les nouveaux élus et surtout aussi inviter monsieur le maire et l'ensemble de son équipe donc à être donc ces élus qui vont implanter donc la nouvelle décentralisation qui est en marche, tel que vous le parlez de son excellence Paul Biya, et surtout être à l'écoute des populations qui ont été leurs électeurs. Réélu à la tête de la mairie de Menganga avec 31 voix contre 10, Aboubakar Kombo entend poursuivre les actions en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Toujours dans le septentrion, longtemps dirigée par le RDPC, la commune de Marois 2e tombe entre les mains du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Le nouveau maire Abdoulaye Sinalé, qui va effectuer son premier mandat, compte faire de la commune de Marois 2e la vitrine de l'extrême nord. Nous allons essayer de faire ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu achever. Et je tiens à informer à la population que nous, les nouveaux élus, nous ne sommes pas des bureaucrates, mais nous serons des technocrates. Et la destinée de la commune de Marois est entre nos mains. Dans ce processus de désignation des maires, le poste de 4e adjoint remis au RDPC était au cœur d'une vive polémique. La liste présentée par le parti au pouvoir n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil. Ce qu'ils sont en train de créer, c'est du désordre. Ça ne ressemble pas au parti politique du RDPC. Nous avons convenu tous ensemble hier qu'on a présenté Kati comme candidat pour aller négocier. Je ne vois pas pourquoi maintenant ça change. Pourquoi ça change pour un 4e maire alors qu'on avait le premier? Moi je pense que ce que la présidente a dit, la sénatrice Diakao, confirmer Abdoul Kati, sinon je rejoins les idées
de l'honorable Salmana, allons-y au photo. La commune de Maroua 2e était au cœur de vives tensions ces derniers jours. Le préfet du Diamaré, Joseph Bertrand Maché, invite le nouvel exécutif à travailler en synergie avec les populations pour que la paix règne au sein de cette commune. Dans la région du Soleil Levant, l'UNDP prend le contrôle de la commune de Garoua-Boulaye, l'une des seules communes qui échappe au contrôle du parti au pouvoir. Adamou Abdon, seul candidat en lice, a été élu maire, alors qu'à Berthois Ier, il y a eu des shows d'empoignade entre deux candidats en lice pour la tête de l'exécutif municipal dans l'arrondissement de Berthois Ier. Des précisions avec Benjamin Essam. C'est tard dans la nuit que le suspense est levé sur le contrôle de la commune de Berthois Ier. C'est encore lui, Bembel Dipak Olivier Krumwel, qui reprend les commandes après avoir battu son adversaire 15 voix contre 10. À Berthois 2e, les conseillers municipaux n'ont fait que confirmer l'option du comité central, à savoir le choix porté sur Omer Soulapitol pour les 5 prochaines années. Dans la commune de Mandjou, contre toute attente, le baron Sidé Salmon est renversé par son agent, un jeune aux dents plutôt longues, Johnny Kassala innocent. J'ai promis à la population que c'était une nouvelle dynamique qui devrait s'engager au service de la communauté. Je veux m'atteler à mettre à l'aise, c'est-à-dire que ma communauté, parce que c'est pour eux que j'ai pris cet engagement, et également par le concours de ceux-là qui m'ont accompagné, qui sont les conseillers municipaux. Dans la commune de Garoua-Boulaye, désormais aux mains de l'UNDP, les conseillers municipaux n'avaient qu'un choix unique qui est passé comme une lettre à la poste. Je crois que la commune de Garoua-Boulaye, il y a du pain sur la planche, parce qu'il faut remettre cette commune au niveau des communes développées du Cameroun. Et pour cette raison, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nos projets phares, c'est la réhabilitation des écoles. Il manque de tables et bancs. Les bancs ont emporté des toitures, les enfants sont très mal lotis. Le deuxième projet, nous allons nous atteler à l'établissement des actes de naissance. Parce que vous trouvez des écoles à cycle complet où aucun enfant n'a d'acte de naissance. Une tâche pas facile pour l'autorité administrative qui a su à chaque étape recadrer tous les dérapages. Nous pensons qu'ils ont opéré leur choix et nous, en tant qu'autorité de tutelle, il nous revient, n'est-ce pas, de continuer à soutenir cet exécutif pour que la commune de Garoua-Boulaye continue à fonctionner normalement. Après le départ d'Emmanuel Zété, qui dirige la communauté urbaine de Bafoussam, l'élection du super maire de la ville s'est déroulée sous haute tension il y a quelques jours dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. Des précisions avec Leclerc Sakem. Le tout premier maire de la ville de Bafoussam et ses adjoints vient d'être élu par les 126 conseillers issus des 3 communes des arrondissements du département Lamifi. C'était au cours de la session de plein droit présidée par le doyen d'âge Samuel Wembe et en présence de la tutelle, le préfet de Lamifi. Les populations de la capitale régionale de l'Ouest placent beaucoup d'espoir aux premiers citoyens de cette ville. L'électricité, nous souffrons, nous les étudiants particulièrement, du problème de l'électricité. Nous n'arrivons pas à prendre, nous attendons de lui vraiment qu'il puisse pallier à cela. Qu'il fasse de Bafoussam une ville propre, qu'il mette un accent particulier sur la voirie, que Isaac, par exemple, fasse son travail à temps. On l'a élu et que c'est un nouveau poste. Nous avions l'espoir qu'il y ait beaucoup de lumière régulier et plus d'eau. Donc ça, c'est des attentes qu'on attend. Le super maire de la ville de Bafoussam invite ses populations à plus de collaboration pour mener à bien sa mission. Le premier projet, c'est d'abord créer une harmonisation pour permettre un bon développement de la ville. Pour la population, c'est d'abord de nous soutenir. Et pour nous soutenir, c'est d'être des citoyens qui respectent la loi. Nous savons que le plus grand défi dans nos grandes villes aujourd'hui, c'est le désordre urbain. Et mon souhait est que les populations de Bafoussam
puisse nous aider à contribuer pour la lutte contre le désordre urbain. Nous constatons tous les jours, lorsque nous marchons dans les rues de nos grandes villes, que les premiers problèmes partent du comportement des uns et des autres. Si nous sommes tous unanimes que le désordre urbain n'est pas bien, nous sommes certains que la ville de Bafoussam sera effectivement... À ces nouveaux hommes, le prophète Lamifi Chaïbou leur demande de se mettre résolument au travail et que le bien-être des populations soit au centre de leurs préoccupations. Dans le chapitre économie, de nombreuses entreprises peinent à opérer une transformation digitale. Ce retard criard impacte sur la qualité des services et de rendement pour les différentes entreprises camerounaises. Des experts pointent du doigt le manque d'intérêt de la part des chefs d'entreprise et leur ignorance sur les enjeux et les opportunités qu'offre la transformation digitale. Ces problématiques ont été évoquées lors d'une rencontre qui s'est tenue au siège du JICAM à Douala sur la question de la transformation digitale des entreprises au Cameroun. Évocation avec Steve Eboulet et Donald Brice-Kamgan. Vendre des produits en ligne, c'est l'opportunité la plus répandue vraiment saisie par le grand nombre d'entreprises au Cameroun. Une utilisation plutôt minimale du vaste potentiel d'opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Des bienfaits du cloud aux milliers de services développables à partir d'Internet, le boulevard est grand et ne reste qu'à être défriché. Quand on regarde les multinationales qui sont présentes au Cameroun, elles ont saisi les enjeux. Les entreprises du secteur bancaire, elles ont saisi les enjeux et beaucoup sont en train, depuis plus de 2 années ou 3 années, en train de se transformer digitalement. Si on va dans le secteur de la distribution, je pense que ce n'est pas encore le cas. Si on va dans d'autres domaines, la tendance est plus ou moins morose. Les obstacles sont multiples. Ils vont de l'ignorance des enjeux pour certains à la crainte des menaces sur la confidentialité pour d'autres. Le déficit d'expertise entre autres. On ne peut pas réussir un projet de transformation digitale dans une entreprise si le comité de direction n'est pas impliqué, si le directeur général ne donne pas l'exemple, si le directeur ne maîtrise pas les enjeux et n'a pas une projection du digital dans son entreprise en termes d'enjeux, opportunités et menaces. Les menaces, comment les gérer? Quelle stratégie pour réussir sa transformation digitale? Ces questions sont au cœur de la première journée de l'entreprise digitale à Douala. Chefs d'entreprise, experts du digital, chefs de département marketing sont réunis pour expliquer et partager. Cet expert propose par exemple de s'inspirer du modèle américain d'accompagnement des startups avec une suppression des taxes avant décollage. Il faut carrément réduire ou à la limite supprimer la charge fiscale pour les jeunes structures technologiques qui démarrent et ensuite de l'autre côté collecter chez ceux qui gagnent beaucoup plus pour réinvestir de manière structurelle sur ces structures technologiques qui innovent à la base et qui est au contact des problématiques réelles des populations. Internet, c'est 4 milliards d'usagers connectés à travers le monde, une aubaine et une plateforme devenue indispensable pour toute entreprise souhaitant optimiser son rendement à ce siècle de la technologie. Parlons à présent de la dernière plaidoirie de Maître Sylvain Swap, décédé le 16 janvier dernier. Ce membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, connu pour sa plaidoirie devant le Conseil constitutionnel lors du contentieux électoral de la dernière élection présidentielle, doit être inhumé le week-end prochain. La levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, suivie d'un vibrant hommage judiciaire à la Cour suprême, ont été une occasion pour ses confrères et ses amis de relever l'esprit professionnel et le caractère généreux qui ont toujours permis de construire l'image et le personnage de Maître Sylvain Swap. Des précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Pleurs et grincements de dents à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Confrères, parents, amis et connaissances pleurent la disparition de Maître Sylvain Swap. Je suis venu saluer la mémoire d'un talent camerounais. C'était un grand talent, un très grand avocat, et je pense que c'est une perte pour notre pays. Et c'est cela que je suis venu saluer. La levée de corps marque le début des obsèques de l'avocat au barreau du Cameroun,
dont la disparition laisse ses camarades dans l'émoi et la consternation. Nous sommes touchés, n'est-ce pas, au plus profond de nous-mêmes. Mais Maître Swap, il n'y aurait pas assez de qualificatifs pour Maître Swap. C'était un valeureux avocat. Nous sommes profondément consternés, nous sommes touchés. Le coup est d'autant plus dur que Maître Swap était présenté comme l'une des pièces maîtresses du barreau. Maître Swap était un des fleurons du barreau du Cameroun et nous ne pouvons qu'aujourd'hui que retenir des enseignements. Enseignements par rapport à sa vie professionnelle. Il lègue un grand héritage au barreau du Cameroun, tant par ses enseignements que par sa technique de plaidoirie et par ses connaissances juridiques. Je recommande vivement au barreau du Cameroun son esprit, un esprit combatif, d'homme de droit, d'homme intègre et d'avocat intègre. Face à la douleur si profonde, la parole de Dieu est méditée afin d'adoucir les cœurs. Ne nous laisse pas ainsi, Seigneur, seuls, avec notre désarroi et notre deuil. Toi qui nous aimes et nous appelles à vivre. Après l'hôpital général, la dépouille de Maître Sylvain Swap est accueillie à la Cour suprême à Yaoundé. Au cours de l'hommage judiciaire, les confrères mettent en exergue l'esprit professionnel qui a toujours caractérisé Maître Swap. S'il y avait un seul mot à retenir de Maître Swap, ce serait le mot professionnel. Sylvain était d'abord un avocat, jusque dans l'âme. Même dans les dossiers qui avaient une connotation politique, il avait toujours un souci, c'est de dire, les gars, restons strictement professionnels. Victime d'un accident de la circulation le 11 janvier 2020, Maître Swap est admis au centre des urgences de Yaoundé pour y subir une opération chirurgicale. Il meurt dans des circonstances troubles qui obligent le barreau à porter plainte afin que vérité soit dite. Le barreau du Cameroun, dont Sylvain était un membre éminent et un serviteur passionné, a saisi M. le procureur général près la cour d'appel du centre d'une plainte contre X, sollicitant que soient élucidées les circonstances du décès au travers d'une enquête ponctuée d'une autopsie et que les responsabilités soient établies le cas échéant. Né le 30 mars 1967 à Baham, Maître Sylvain Swap est élu en 2014 comme membre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun pour un mandat qui sera renouvelé en 2018. Il meurt le 16 janvier 2020 à l'âge de 53 ans. Des applaudissements nourris de ses confrères avocats saluent sa mémoire, tandis que la dépouille prend la route pour l'éternité. Et dans ce cortège funèbre figure le compagnon d'infortune de Maître Sylvain Swap. Il s'appelle Maître Yves-Pierre Thématé, qui était avec lui dans le véhicule au moment de l'accident survenu sur la route de Tchon, à l'ouest du pays. Il raconte les circonstances de cet accident après lequel Maître Sylvain Swap a été admis au centre des urgences de Yaoundé quelques jours plus tard. Il devait y subir une opération chirurgicale. Ensuite, il est décédé dans des circonstances encore troubles. Je propose d'écouter Yves-Pierre Thématé, avocat au barreau du Cameroun, compagnon de l'infortuné durant l'accident survenu en janvier dernier. L'accident de la circulation sur la route de Tchang. L'accident s'est passé le 11 au matin. Au petit matin, on a traversé, on rentrait d'un deuil de Tchang et arrivé au niveau du carrefour Bamangoum, on a heurté violemment un dos d'âne. Ça nous a projeté dans le décor. Dans le décor, on a fait un tonneau et après on se retrouvait à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a fait un peu des examens. On a trouvé que j'avais un peu de céphalée là. Et lui aussi, il avait un bras accroché. Bon, et puis, ceci étant, on est arrivé au Curie à Yaoundé, après avoir été transporté par une ambulance. On a continué par là. Au Curie, on a fait 2 voies. On a pris la voie de la réanimation et la voie des soins intensifs. Les soins intensifs, c'est moi qui étais aux soins intensifs et lui, il était en réanimation. Donc, mais il ne se doutait de rien, il se disait que ça devait passer.
Mais il avait beaucoup plus peur, il était beaucoup plus inquiet pour moi. Bon, et après, voilà ce qui s'est passé. Et puis, voilà, après j'ai appris simplement qu'il a plongé là. À quelques semaines du CHAN 2020 et à moins d'un an de la CAN 2021, le Cameroun est sous pression et pour cause. Toutes les infrastructures ne sont pas encore achevées. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail. Narcisse Moulé-Kombi s'est engagé à œuvrer pour le renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives. Il s'exprimait ainsi lors d'une cérémonie de vœux adressée au chef de ce département ministériel, Narcisse Moulé-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Drame d'un Garbo, le président de la République met sur pied une commission pour des résultats après 8 jours. Le gouverneur du Nord-Ouest l'a annoncé après une visite sur les lieux de cette tragédie survenue il y a quelques jours en Garbo, dans le Dongamanton, région du Nord-Ouest. Vous le savez, les rapports de l'Église catholique et des ONG continuent d'alimenter la polémique sur le nombre de civils tués durant ces événements, alors que l'Église catholique et Human Rights Watch parlent d'une vingtaine de personnes décédées, essentiellement des civils, des enfants et des femmes. Le gouvernement soutient quant à lui qu'il y a eu seulement 5 morts parmi les civils lors d'un incident malheureux survenu à la suite d'un incendie. Et aujourd'hui, c'est une commission d'enquête qui vient d'être mise en place à la suite d'une instruction du président de la République. Les membres de la commission n'ont pas été dévoilés par le gouverneur du Nord-Ouest. Ce que l'on sait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle a 8 jours pour rendre sa copie. Voilà, pour compléter Cédric Nouffelé, il faut dire qu'en ce moment-ci, le ministre de la Communication est en train de tenir un point de presse pour répondre à Human Rights Watch. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui s'exprime pour la 2e fois sur la question brûlante des circonstances de ces événements survenus entre le 13, 14 et 15 février 2020 en Garbo, dans la région du Nord-Ouest. Human Rights Watch affirme qu'elle dispose des preuves irréfutables qu'il s'agissait d'actes délibérés, de bavures militaires et non d'un incident malheureux comme l'a laissé entendre le gouvernement. Et ce soir, le ministre de la Communication, vous l'avez signalé, est en train de réagir en démontant, selon la version officielle du gouvernement, les arguments brandis par Human Rights Watch. Voilà, ce sera la 5e sortie avant les résultats de la commission d'enquête mise sur pied par le président de la République. Ça va faire beaucoup quand même. Vous l'avez dit, Serge Alain Autou, il y a une sorte d'activisme de la part du gouvernement entre le ministre de la Défense, le ministre de la Communication, le ministre des Relations extérieures qui s'est exprimé, lui, à Genève, en Suisse, et également d'autres réactions du parti. Le ministre de la Communication 2 fois déjà. 2 fois déjà, vous l'avez signalé ce soir précisément, en ce moment même où nous sommes en train d'échanger. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, 2e partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.